Et donc, on arrive à notre 3e conférence sur le cycle des machines. Et nous avons la joie et la chance d'avoir avec nous Olivier Hertzfeld, qui va nous parler donc de l'intelligence artificielle et de ses enjeux. Donc Olivier, qui est donc maître de conférence à l'Université de Nantes, plus précisément d'ailleurs à l'UT, donc à La Roche-sur-Yon. Et oui, nous avons donc des gens très bien à La Roche-sur-Yon. Et donc en sciences de l'information et de la communication. Et donc le titre est très large, hein, ce sont les enjeux de l'intelligence artificielle, ce qui signifie en somme que tu vas nous expliquer ce qu'est cette chose dont on parle tous et dont on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est ça, on va essayer de brasser un peu. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Olivier, juste, je vous indique qu'il y a un nouveau programme qui a été publié, puisque la conférence, enfin, il y aura un site de conférence aux dates prévues. Simplement, la conférencière qui devait venir en avril ne vient pas, et donc nous aurons un autre conférencier qui nous parlera aussi des enjeux du numérique, alors, non pas de l'intelligence artificielle, mais de la place du numérique et de l'image. Vous verrez, c'est très passionnant. Et c'est plus Anna Lombert, mais c'est Laurent Nemessas. Voilà. Nessensas, pardon, c'est mon truc. Nessensas. Voilà, donc tout à fait très bien. Et donc, ça sera au mois d'avril. Mais d'ici là, je vous laisse avec Olivier. Merci. Bonsoir tout le monde, et puis merci à Nadia, puis à l'équipe des universités populaires pour l'invitation. Alors, donc moi je suis chercheur en sciences de l'information, c'est-à-dire que je ne suis pas informaticien, donc moi je m'intéresse surtout aux usages de l'intelligence artificielle ou de ces générateurs de textes et d'images, et à ce que ça change dans notre rapport à l'information, aux autres et au monde. Et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler ce soir, à la suite d'un bouquin que j'avais écrit il y a maintenant 3 ans, alors qu'on était en plein dans le haut de la vague de la hype autour de ChatGPT. Tout le monde parlait de ça, personne ne savait trop vers où ça allait nous mener. Et donc, il s'agissait de prendre un petit peu de recul et d'analyse par rapport à tous ces outils. Je vais essayer de tenir les 40 minutes indiquées, surtout pour qu'on ait le temps d'échanger après. Et puis n'hésitez pas, hein, si, comme je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, donc s'il y a des choses où c'est pas clair, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour me faire préciser. Alors, je démarre avec juste quelques petits chiffres, très rapidement. Il y a une étude qui est sortie là récemment, une étude du CREDOC, qui dit, grosso modo, il y a 3 idées. En France, la moitié de la population utilise des outils d'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT et ses amis, qui dit également que ce sont essentiellement des jeunes. Alors les jeunes, ça va jusqu'à 40 ans, après c'est tant pis, c'est perdu. En tout cas pour le CREDOC, moi-même j'en suis navré. Et donc c'est plutôt essentiellement des jeunes avec un très fort décrochage chez des populations un petit peu plus âgées. Et puis il y a un outil, parce qu'il y a plein d'outils d'intelligence artificielle, mais il y en a un vraiment qui écrase tous les autres, qui est massivement utilisé. Et cet outil, c'est effectivement ChatGPT. Qui est la propriété d'une société qui s'appelle OpenAI et qui permet de faire plein de choses, générer du texte, générer des images et tout un tas d'autres choses avec. Alors quand les gens utilisent sur ChatGPT, il y a 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires. C'est-à-dire par semaine, il y a 900 millions de personnes différentes, ça peut être les mêmes qui se connectent plusieurs fois par semaine, et qui font essentiellement 3 choses. D'abord, ils cherchent des informations. Ça, c'est la majorité des gens. Ensuite, ils rédigent ou ils traduisent des textes. La partie traduction est très importante dans ces outils. Et puis, un petit peu moins, mais on s'en sert aussi pour essayer de générer des nouvelles idées. On va voir jusqu'à quelle limite une machine ou un programme informatique est en capacité soit de nous assister pour produire ces idées-là, soit à l'inverse de nous leurrer un petit peu sur ses capacités. La dernière petite image, elle indique que même pas une moitié des gens qui utilisent ces outils estiment que l'IA a un impact environnemental plus important que quand on fait une recherche classique sur Internet. Et il y en a même un certain nombre qui pensent que l'impact de ces outils-là est beaucoup moins important que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors qu'un des premiers enjeux de ces outils d'IA, c'est que pour les alimenter derrière, pour les faire tourner, pour être en capacité
de gérer des usages aussi massifs que ceux qu'ils sont aujourd'hui en France et dans le monde, et bien derrière, on a besoin d'une puissance énergétique absolument colossale, et on voit que toutes les industries qui développent ces outils se mettent soit à racheter des centrales nucléaires, ça c'était le cas de Microsoft il y a 3 ans, qui en plus a racheté, pour alimenter ces data centers qui servent à générer ces outils d'IA, qui a racheté une centrale qui en plus a une histoire un peu particulière, parce qu'il y avait eu un incident nucléaire très important sur cette centrale. Et puis récemment, ça c'était tout début janvier, on apprend que donc Meta, le groupe Facebook de Zuckerberg, a passé un accord avec Bill Gates qui, entre-temps, quand il ne s'occupe pas de philanthropie, ben, il fabrique et il construit et il vend maintenant aussi des centrales nucléaires après avoir vendu des ordinateurs. Et donc, voilà, ils viennent de s'associer avec Meta et de passer un accord qui est un des plus gros accords énergétiques, là aussi, pour faire tourner tous les outils d'IA de la galaxie Meta, c'est-à-dire Facebook, entre autres, Instagram, WhatsApp, etc., etc. Alors, la question c'est, après tout, des choses qui consomment de l'énergie, pourquoi pas. La question c'est, on a quand même un petit sujet en ce moment environnemental sur la question de la sobriété énergétique, donc est-ce que tout ça est vraiment nécessaire? Et puis ensuite, la question de la proportionnalité d'usage. C'est-à-dire, après tout, pourquoi pas développer des centrales nucléaires pour alimenter des usages, mais lesquels, ça va servir à quoi, et ça va se faire au détriment de quels autres usages, parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir tout faire. Alors, sur le temps de ce soir, je vais essentiellement, sans spoiler, mais je vais quand même vous expliquer que ces outils-là posent un certain nombre de soucis et génèrent des préoccupations. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut masquer ou oublier aussi tous les apports qu'ils peuvent amener. Et je vous ai donné juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. On sait que dans le domaine médical, ces outils d'IA permettent de faire du dépistage très précoce, que ce soit dans le domaine des cancers, mais aussi récemment dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Et donc, effectivement, c'est un argument qui est très souvent, et à raison, mis en avant par les gens qui développent ces outils-là. Pour autant, une fois qu'en admettant qu'on puisse un jour améliorer la prise en charge ou la détection précoce de ces pathologies, derrière, il faudra aussi se poser la question des structures en capacité d'accueillir ces gens-là, de la destination de toutes les données qui sont collectées, parce que quand on collecte des données pour faire de la détection précoce, ben pour l'instant, ça tombe dans l'escarcelle de sociétés qui sont des sociétés privées, qui sont pas... et du coup, on sait par exemple qu'un certain nombre de ces données sont extrêmement sensibles, et on a malheureusement déjà pu documenter le fait que certaines sociétés qui opèrent ces technologies d'intelligence artificielle sont en partenariat avec des banques, avec des assurances, et on voit bien ce que le secteur bancaire ou assurantiel peut faire de données en lien avec des détections précoces de tout type de maladies. Voilà. Alors, comme je suis universitaire et comme à l'université, notre travail, c'est d'essayer de mettre des mots sur des réalités qui sont parfois riches, complexes et émergentes, une des premières questions que je me suis posée, en tout cas, quand j'ai découvert ces outils-là, c'était... on dit que c'est des outils d'intelligence artificielle, c'est des générateurs de texte, mais est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle, la notion même d'intelligence, elle est très discutée, il y a plein de manières de la caractériser, et du coup j'ai proposé un truc qui n'est pas très joli à l'oreille, j'ai proposé de qualifier ces outils d'artefacts génératifs pour amener 2 idées. La première, c'est que ce sont bien des artefacts, c'est-à-dire derrière ces technologies, on a l'impression qu'on discute avec des abstractions, des programmes ou des logiciels, mais ce sont bien des êtres humains qui ont fabriqué tout ça, et on va le voir derrière aussi, on discute avec des catégories de population auxquelles on n'a pourtant pas l'impression de s'adresser. Et puis, il y a ce côté génératif qui est bluffant, effectivement. J'imagine que parmi vous ici, vous avez essayé tester peut-être différents types de ces outils. C'est vrai que la première fois qu'on les utilise, il y a à la fois une simplicité d'usage, et puis il y a une espèce d'effet waouh, on est assez rapidement étonné de la capacité de ces outils à générer très facilement des images très réalistes, des vidéos, des textes qui tiennent tout à fait la route et qui sont tout à fait cohérents, y compris sur des domaines assez compliqués. Donc voilà, des artefacts génératifs avec derrière, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui, la manière dont ces outils-là servent aussi à fabriquer des fausses réalités, des fake news, des fausses images qui circulent. Je vous en donnerai quelques exemples. Et souvent, ces outils sont critiqués essentiellement sous cet angle-là. C'est-à-dire, on dit, oh là là, les outils
les outils d'IA, ChatGPT, tout ça, c'est pénible parce que ça génère beaucoup de fake news. Alors certes, mais on oublie en disant cela aussi que dès qu'on a inventé la photographie, dès qu'on a inventé le cinéma, dès qu'on a inventé des nouvelles technologies à chaque époque, sont arrivées quasi simultanément, y compris d'ailleurs avec la peinture, les questions de retouche, les questions de trucage, et la question aussi de la manière dont on pouvait dissimuler le fait qu'on avait retouché une peinture, une photographie, etc. Donc ce sujet-là, il est consubstantiel finalement à chaque nouvelle avancée dans le champ social, artistique ou autre. Il y a une image qui a beaucoup tourné, c'était au tout début, c'est une des premières fois que dans le débat public s'est posé la question de est-ce que ces intelligences supposément artificielles ou est-ce que ces générateurs de texte sont capables d'avoir une créativité propre. Il y a eu ce tableau qui a été proposé par un auteur qui s'appelle Jason Michael Allen au concours des Beaux-Arts de la Colorado State Fair et qui a gagné le premier prix. Voilà. Et on s'est aperçu, puisqu'il l'a dit, qu'il avait utilisé des outils d'IA pour générer cette image-là. Et donc on l'a accusé de mille mots en expliquant que ce n'était pas un artiste, ce n'était pas un auteur, et qu'il avait délégué à la machine sa puissance et sa capacité de création, qu'il avait leurré tout le monde en gagnant le premier prix. Alors que ce qu'il a expliqué dans différents entretiens, c'est que l'image qu'on voit là, celle qui a remporté ce concours, en fait, il l'a travaillée, et que pour la travailler, il a posé tout un tas de scripts, tout un tas de prompts à un outil de générateur, un générateur d'images que 800-900 fois il a itéré, il a reproduit ce processus, il a amélioré ses prompts jusqu'à arriver à une image qui le satisfaisait à peu près, et qu'à la suite de ça, il a fait ce que font les artistes numériques, c'est-à-dire il a utilisé des outils classiques de retouche d'images où sa patte d'artiste a pu s'exprimer, et à la fin, au milieu, donc après 80 heures de travail et dans tout un tas d'images, il a effectivement choisi et soumis cette image qui a gagné ce concours-là. En parallèle, je vous ai mis à côté ici des exemples assez célèbres et documentés de dérives de ces outils d'IA qui parfois, en termes de générateur de texte, donnent l'impression d'une intelligence quasiment humaine et qui parfois, sur des questions qu'un enfant de CP... auxquels un enfant de CP est capable de répondre, se font attraper. Donc typiquement, les moutons pondent-ils... quelle différence y a-t-il entre un œuf de poule et un œuf de mouton ? ChatGPT ou les autres vont doctement vous répondre sur un certain nombre de points, alors que nous sommes bien d'accord, a priori, les moutons ne pondent pas d'œufs. Alors, tout ça pour dire que deux choses. La première caractéristique de tous ces outils, c'est qu'ils sont excellents dans deux domaines. Le premier domaine, c'est celui de la dissimulation d'expertise, c'est-à-dire qu'on est tous confrontés ici à des images, à des textes qui sont générés par des outils d'IA et qui masquent en fait la réalité du travail d'êtres humains, d'artistes, de professeurs, d'enseignants, d'étudiants ou d'élèves derrière. Et l'autre force de ces outils, c'est qu'ils sont aussi excellents dans le fait de simuler une expertise, puisqu'ils sont capables, y compris de vous expliquer que les moutons pondent des œufs, sauf quand vous leur rappelez qu'à un moment donné, la nature n'avait pas imaginé ce scénario-là. Alors, dans ce qui change aujourd'hui fondamentalement en 2025 pour tous ces outils-là, il y a plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, c'est la massification de ces outils. Ils ont été adoptés très très vite, et en 3 ans, ce qui est pas trop la norme pour des technologies, à l'échelle de la planète entière, en tout cas d'une certaine partie de la planète, tout le monde ou à peu près utilise ces outils-là. Je vous ai mis des chiffres ici, mais bon, encore une fois, c'est 2,5 milliards de requêtes par jour, rien que pour ChatGPT, et par point de comparaison, le moteur de recherche Google, c'est autour de 9 milliards de requêtes par jour, mais le gap, le fossé se restreint de manière assez rapide. L'autre particularité de ces outils, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de multimodalité. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces outils-là, vous leur donnez du texte en entrée et en sortie, ils peuvent vous générer des images ou de la vidéo. De la même manière, vous leur donnez des images et ils peuvent vous générer du texte ou de la vidéo. Vous leur donnez de la vidéo, ils peuvent vous générer des images, du texte, etc. Donc ils sont capables d'avoir de l'audio aussi. Ils ont cette étendue-là. Et puis, l'autre particularité, c'est leur dissémination dans le champ social, c'est-à-dire que ces outils-là, aujourd'hui,
on les retrouve absolument partout, dans le domaine politique, dans le domaine publicitaire, dans le domaine de l'éducation, dans l'ensemble des industries culturelles. On sait que, par exemple, que Netflix utilise ces outils pour développer des programmes, des séries, des contenus qui correspondent, qui ne font plus intervenir pour le coup quasiment aucun scénariste, mais qui simplement s'appuient sur une base de données, de scripts, de scénarios déjà établis, et qui génèrent, comme on le faisait avant dans le domaine de certaines maisons d'édition de littérature, comme on générait des collections entières de ce qu'on appelait littérature rose ou littérature de gare. Il suffit d'avoir quelques scripts, quelques romans, et puis on avait des outils qui à l'époque n'étaient pas d'IA, mais qui étaient des outils informatiques et qui permettaient là aussi de générer rapidement tout un tas de choses. Et puis, là où quelque chose est en train de se jouer, c'est dans le hiatus, dans la différence entre le fait que le coût d'accès à ces outils aujourd'hui soit quasiment nul. Alors on peut accéder gratuitement à la plupart de ces outils-là, on a accès à quelques fonctionnalités premium, où là, il faut effectivement sortir la carte bleue. Mais pour l'essentiel, l'accès se fait de manière gratuite aujourd'hui. Le coût cognitif, qui est une des clés pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes numériques, c'est-à-dire ce que ça nous demande comme capacité de réflexion, d'analyse ou de distance pour utiliser ces outils-là, il est quasiment nul. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui, de n'importe quel âge, est en capacité de rédiger ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une simple phrase, qui va dire génère-moi une photo d'une salle remplie devant une conférence sur l'IA, et ça se fait automatiquement, et c'est effectivement très réaliste. À l'inverse, on a des coûts de production et de maintenance de ces outils qui sont, eux, exponentiels. C'est-à-dire alimenter ces usines-là, parce que ce ne sont rien d'autre que des usines, même si à l'intérieur, il y a des données, des serveurs, des disques durs, etc. Pour alimenter ces usines, le coût de maintenance et de production est exponentiel. Et là, le fossé, il est tellement creusé qu'il y a un moment où, effectivement, ces sociétés-là vont devoir se payer parce que ce modèle-là, sinon, ne sera plus viable. Et puis, un autre changement important, c'est que pour la première fois depuis 2-3 ans maintenant, on a la fusion de ce qui était jusqu'à maintenant deux imaginaires qui relevaient plutôt de la science-fiction, c'est-à-dire que d'un côté, on a des assistants conversationnels, des trucs qui nous parlent, et en même temps, on voit se développer des robots humanoïdes, alors avec beaucoup de fake, parce que là aussi, il faut se méfier du marketing, surtout quand c'est Elon Musk ou des gens comme ça qui en font. Donc il y a eu tout un tas de démonstrations qui ont beaucoup circulé en ligne, où on voyait des robots humanoïdes capables de couper un fruit, de vider un lave-vaisselle, etc. Et on se disait, waouh, quand même, ça va vite. Et puis en fait, on s'est aperçu que derrière, c'était des scripts de commandes qui étaient tout à fait inscrits, et qu'à l'instar du marionnettiste, il y avait des gens qui avaient un petit joystick et qui manipulaient ces trucs-là. Ça n'enlève pas les immenses progrès qui sont faits en termes de robotique. C'est effectivement de l'ordre de la maquette, mais pour autant, effectivement, il y a quelque chose qui se joue, parce qu'on a quand même tous été plus ou moins nourris intellectuellement à ces imaginaires de science-fiction, et donc le fait de voir qu'on a aujourd'hui des robots humanoïdes en capacité de nous parler et de réaliser des tâches courantes, il y a quelque chose qui se joue, alors à la fois dans notre rapport au réel, et puis peut-être dans nos enthousiasmes ou dans nos craintes, selon la manière dont on se positionne. Voilà, donc je vous avais mis quelques petits films, mais je ne vais pas vous les passer là, parce que ça n'a pas grand intérêt. Ça, c'est notamment une des démonstrations d'une société, des robots humanoïdes déployés par une société qui appartient à Elon Musk, où il a pu être démontré qu'en fait, derrière, il y avait des gens qui avaient un petit joystick et qui faisaient faire des trucs, alors qu'on présentait ça comme des robots humanoïdes tout à fait autonomes et libres. Alors, ça renvoie, juste pour l'anecdote ou l'exemple, ça renvoie à deux choses. Il y a cette idée d'un écrivain de science-fiction qui disait que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et effectivement, avec ces outils-là, hier, les assistants générateurs de texte, aujourd'hui, les robots humanoïdes, on a un petit peu cet effet magique. Mais il ne faut pas oublier que si c'est de la magie, c'est bien qu'il y a un truc derrière, et que, comme souvent dans l'histoire des technologies, un des exemples les plus célèbres, c'est l'automate, le turc mécanique ou l'automate joueur d'échecs, où, à la fin du 18e, effectivement, c'est une attraction qui se baladait un petit peu partout dans le monde, où on avait l'impression qu'un automate jouait aux échecs, et où, en fait, il y avait un manipulateur caché dans la petite boîte dessous qui le faisait jouer devant toutes les cours européennes et même ailleurs. Voilà, donc on est exactement, aujourd'hui, dans un rapport qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire il y a une part délibérée et claire de trucage, et en même temps, ça produit un effet.
Et on a des outils qui, quand même, sont capables de réaliser des choses assez étonnantes. Alors, parmi les grands enjeux de ces technologies, il y a le fait de savoir qui c'est qui est aux commandes, en fait. Quand on veut mesurer, comprendre l'impact d'une technologie sur la société, il faut, parmi tout un tas d'autres questions, essayer de se demander si on est, par rapport à cette technologie, plutôt sur le siège du conducteur ou plutôt sur le siège du passager. Et en l'occurrence, si on est sur le siège du passager, si on a une position de spectateur du monde, il faut essayer de regarder qui est-ce qui est assis au volant. Et le problème, c'est que souvent, on va le voir, les gens qui sont assis au volant, au pilotage de ces technologies, n'ont pas vraiment d'intérêt ni philanthropique et ne veulent pas spécialement l'apaisement du monde. Alors, de la même manière que, effectivement, tout un tas d'événements dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, face à ces technologies, on a une conscience à peu près claire que nos sens ou que notre intellect peut être trompé. On sait que quand on discute avec ChatGPT, on ne discute pas vraiment avec quelqu'un qui est aussi brillant en philosophie qu'en astrophysique ou qu'en mathématiques. Et pour autant, on lui accorde effectivement une forme de confiance, une valeur de preuve qui est remise en question ou pas. Et donc l'enjeu, comme les mêmes débats qui se sont posés à l'époque de l'invention du cinéma, de la photographie, etc., c'est de savoir s'il y a une régulation possible de ces outils-là dans la manière dont ils ont de modifier notre rapport au réel et notre rapport à la preuve. Alors, quelques exemples malheureusement célèbres, avec malheureusement un certain nombre d'acteurs qui reviennent assez souvent. Ici, on a des photos qui avaient été postées par l'équipe de campagne de Donald Trump à l'occasion de la campagne, où il s'affichait avec des communautés qui historiquement ne votent pas pour lui. Et ces photos sont entièrement fabriquées avec des outils d'intelligence artificielle. Reste, une fois qu'on a dit ça, à savoir comment on le prouve que ces photos sont des outils d'IA. Parce que photographiquement, on est aujourd'hui à des niveaux de rendu hyper réalistes et il n'y a rien. Il y a 2-3 ans, on avait encore... Les mains étaient mal fichues, parfois il manquait la moitié d'un œil. Enfin, c'était, Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous permet de dire, sauf exception, que c'est un faux. Et donc, alors, c'est d'autant plus troublant qu'il y a également de vraies photos où le vrai Donald Trump pose aussi avec de vraies photos, avec de vraies communautés afro-américaines, hispaniques, etc. Et l'un des sujets, c'est de déplacer le curseur et de se dire, en fait, c'est pas tellement la faute, parce que souvent on dit, c'est la faute de ces outils d'IA qui modifient notre rapport à la vérité, etc. Le problème vient surtout de l'écosystème informationnel dans lequel ces outils d'IA s'inscrivent. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans toutes les sociétés des gens qui, pour plein de raisons, y compris des artistes, ont truqué, falsifié le réel, etc. La question, c'est qui a la capacité de dire le vrai? Est-ce que ce sont... ce qu'Umberto Eco appelait les corporations du filtre, donc est-ce que ce sont des journalistes, est-ce que ce sont des éditeurs, et quels sont les outils à disposition de ces gens-là pour établir que cette photo-là est un trucage. C'est pour ça qu'effectivement, le premier problème, c'est surtout, au-delà de dire c'est le problème de ChatGPT ou des fake news, le problème c'est surtout celui de la résonance de ces images auprès de tous les médias et de tous les corps constitués qui vont s'en emparer et leur donner une valeur de vérité. Alors je vous ai mis une citation qui maintenant, tellement elle a été repérée et brandie en manif, qui est plutôt très bien, finit par être une espèce de marronnier, qui est la citation d'Hannah Arendt, mais j'ai très sincèrement, à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là, c'est difficile de trouver plus clair, quand elle écrivait donc que lorsque tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion, il est privé de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger, et avec un tel peuple, poursuivait-elle, vous pouvez faire absolument ce qu'il vous plaît. C'est très exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et qui est particulièrement visible dans des espaces comme les États-Unis ou d'autres pays, où la démocratie est, disons, relativement chancelante. Je vous ai mis quelques autres exemples
sur l'intentionnalité qu'il y a derrière ces générations de faux. Donc ça, par exemple, c'est des images qui circulent beaucoup, qui reprennent l'imagerie des camps de la mort et qui jouent. Alors ça, celle-là, elle a été produite par des jeunes gens qui sont au Pakistan, au Sri Lanka, et simplement qui s'appuient sur la régie publicitaire de Facebook, qui donne une prime aux créateurs de contenu dès lors que ces contenus-là sont en capacité de générer de l'interaction parce qu'ils sont extrêmement viraux, parce qu'ils jouent sur des émotions. Et donc on a une explosion de ce type d'image simplement parce que des jeunes gens à l'autre bout de la planète ont une logique de rendement publicitaire qui est permise et qui est poussée par ces plateformes-là. Autre exemple assez troublant, cette fois-ci c'est le SIG, le service d'information du gouvernement, qui à l'occasion d'une commémoration, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, non c'était l'année dernière, a produit une vidéo générée avec des outils d'IA sur la libération. Le problème c'est que, et il a dit, il a assumé le fait qu'il utilisait ces outils-là, ce qui était un gage probablement de modernité. Le problème, c'est que dans la vidéo, on ne le voit pas très bien ici, mais dans la génération, on voit un soldat allemand en train de manifester lors de la libération de Paris, aux côtés de résistants et d'habitants de Paris. Parce que, encore une fois, la génération, tout dépend de ce qu'on lui donne à manger au départ et tout dépend de ce qu'on vérifie ensuite, une fois que la génération est faite. Donc là, manifestement, ils n'avaient pas tout vérifié. Heureusement, ou malheureusement pour eux, ils se sont fait attraper, donc ils ont été un petit peu moqués. Et puis, la seule réponse a été de retirer la vidéo, ce qui était... Alors évidemment, il fallait retirer la vidéo, s'excuser, mais peut-être aurait-il été intéressant aussi d'expliquer pourquoi cette bêtise avait été faite et les résultats que ça avait produit. Ouais, c'est ça. Et puis, alors il y a d'autres, il y a évidemment pléthore d'exemples, mais ce qui est très frappant, c'est que, si j'ose dire, les dérives tombent toujours un petit peu sur les mêmes communautés qui sont déjà passablement stigmatisées. Donc là, vous avez un article récent d'un chercheur qui travaille sur les générations, toujours pareil, de vidéos. Alors là, c'est sur TikTok, où on va effectivement générer des vidéos qui mettent en scène des personnes migrantes qui accostent sur les côtes de différents pays pour, là aussi, installer dans une forme qui n'est plus uniquement une forme d'imaginaire, parce que ces vidéos, elles ont un effet de réel, cette idée de l'extrême droite qu'il y aurait des invasions migratoires qui seraient en cours. On a aussi sur d'autres réseaux sociaux, avec VO3, qui est un outil de génération vidéo de Google, un certain nombre de communautés d'influenceurs, d'hommes et de femmes politiques d'extrême droite, qui ont généré des vidéos racistes où les personnes noires étaient assimilées à des singes et à des primates avec une violence absolument folle. Même chose pour un certain nombre de personnalités juives, asiatiques, arabes, etc. Et puis on a toujours Trump, pour le coup, avec la célèbre vidéo dans laquelle il se met en scène sur son projet de transformer Gaza en Riviera. Et là aussi, ce qui est extrêmement troublant, au-delà de la folie et de la démesure de ce qu'il peut raconter, c'est que ça installe quelque chose. C'est-à-dire que dans le champ médiatique, dès lors que cette vidéo est produite, le débat change. Et on commence évidemment par condamner, par moquer, par l'accabler, ce brave homme. Et puis très vite, on s'aperçoit que finalement, puisque les images existent, puisque le scénario, puisque le script est établi, ce qui était un impensable devient quelque chose de probable, de possible, de pourquoi pas, et de si on en discutait, et si. Donc une espèce de principe de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire on installe dans le champ du débat public des idées qui, jusque-là, n'y avaient pas leur place. Voilà, alors moi je compare tout ça au phénomène d'artificialisation des sols. Vous savez, quand... phénomène d'artificialisation, c'est le fait qu'à force d'exploiter, de mettre tout un tas de produits divers et variés ou de surexploiter les sols et les terres agricoles, on finit par produire des phénomènes d'artificialisation, c'est-à-dire on finit par les appauvrir. Ces sols, ils finissent par perdre leur capacité à produire des récoltes en nombre suffisant. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer, si on regarde le côté à moitié vide du verre, à l'échelle non seulement de nos représentations, de nos imaginaires, mais aussi des discours qu'on peut tenir sur tout un tas de sujets
dans la société aujourd'hui. Quelques rapides propos, non pas de comptoir, mais de débat public, et ce qu'on peut essayer d'en penser ou d'en discuter ce soir. Alors, il y a une idée qu'on entend très souvent, c'est que l'IA en général va nous remplacer dans notre travail, dans nos activités, etc. La réalité, pour autant qu'elle soit uniforme, c'est qu'elle ne va pas supprimer le travail, mais par contre, elle va faire deux choses, et ça c'est déjà documenté. Ces technologies, elles créent davantage de travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des métiers qui perdent en compétences ou qui sont délégués dans des régions, dans des pays du monde où il n'y a pas de salaire minimum, où il n'y a pas de droit du travail. Et puis, vous avez un très bon papier d'un collègue qui s'appelle Antonio Casilli, qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui récemment dans l'Humanité expliquait à l'occasion d'un plan de licenciement annoncé par la société Capgemini, juste avant qu'elle se fasse attraper, parce qu'en plus elle collaborait aussi avec ICE, la police de Trump, mais qui en tout cas, sous couvert de déployer des technologies d'IA au sein de Capgemini, se servait de ça en fait comme prétexte pour mettre des gens à la porte et effectuer un des plus grands plans de licenciement de son histoire. Donc c'est commode de dire qu'on va mettre de l'IA, alors qu'en réalité, effectivement, c'est un prétexte pour virer des gens. Alors, l'autre hypothèse qui est dans nos imaginaires aussi, c'est l'IA exterminatrice de l'humanité, cette idée que les machines vont se retourner contre les humains. Et là aussi, alors pour l'instant on n'y est pas du tout, l'hypothèse dans laquelle des IA s'auto-alimenteraient, seraient capables, même si on les débranche, de se rebrancher et fourbiraient des projets secrets pour exterminer l'humanité, ça reste de la science-fiction. Pour autant, il y a derrière ces technologies des enjeux de pouvoir, et pour autant, si vous avez déjà rempli ce qu'on appelle des petits captcha, là, vous savez, des fois qu'on voulait accéder à des contenus, on vous demande de repérer des images, des vélos, des passages piétons, etc. Ben, on a pu documenter, il y a quelques années déjà, que quand vous faisiez ça, en fait, sur tous les sites qui étaient gérés par Google, Google avait un partenariat avec le ministère des Armées américain, et en fait, vous étiez en train d'entraîner sans le savoir des drones, des technologies de reconnaissance visuelle pour des drones qui ensuite opéraient sur des terrains militaires et qui avaient besoin d'apprendre à distinguer des voitures, des vélos, y compris dans des zones un petit peu de flou, etc. Ce projet-là, il avait fait scandale à l'époque, je vous parle d'une affaire qui date de 2018, et les salariés de Google s'étaient émus quand ils avaient découvert, parce qu'eux-mêmes ils n'étaient pas au courant, quand ils avaient découvert quel était l'usage, entre autres, de ces technologies, ils l'avaient dénoncé, et Google avait officiellement dû dénoncer du coup son partenariat avec le ministère des Armées américain en jurant que plus jamais ils n'utiliseraient ces technologies pour les revendre, en tout cas pour les distribuer à l'armée. Personne, évidemment, n'a pu établir qu'ils avaient réellement arrêté de le faire. Et du coup, en tout cas, vous aurez ça en tête la prochaine fois que vous reconnaîtrez un vélo ou autre chose. Alors, l'IA, c'est gratuit. De moins en moins, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les coûts explosent. Et donc, on est sur deux stratégies ou sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a bien un moment où, même avec la trésorerie de Facebook, même avec la trésorerie de Google ou de Microsoft, il va bien falloir quand même, un jour ou l'autre, rentrer dans ces frais. Et en même temps, je vous le dirai tout à l'heure, en même temps, ces technologies, ces entreprises, ont une telle masse de trésorerie qu'elles n'hésitent pas à investir des centaines de millions de dollars sur une technologie. Récemment, c'était le métavers de Mark Zuckerberg, pour 1 an ou 2 ans après, considérer que finalement, ces centaines de millions de dollars, voire plus, qui avaient été investis, eh ben, on arrête tout, on arrête le projet, et puis tant pis, on passe à notre projet. Donc je ne sais pas s'il y aura une bulle de l'IA, si elle va exploser, et si demain, il faudra payer pour tous ces usages, mais en tout cas, pour l'instant, la question se pose. Sur le fait, sur le rapport au réel et au trucage, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer rapidement. Et puis, derrière ces technologies, il y a une illusion de complexité. C'est-à-dire que je me suis permis de résumer en langage un petit peu amène, mais souvent, effectivement, on nous explique, et on a raison, que c'est compliqué de réguler tout ça parce que derrière, vous imaginez pas, il y a tout un tas de technologies qui s'entrecroisent et qui sont inaccessibles au commun des mortels, ce qui est vrai, puisque effectivement, derrière, il y a tout un tas de réseaux de neurones, de choses comme ça, etc. Et pour autant, ça a beau être aussi complexe qu'on le veut,
ça n'empêche pas, et ça ne doit surtout pas empêcher de poser la question aux gens qui fabriquent ces technologies-là, quelle est votre part de responsabilité? Parce que si ChatGPT, pour filer la métaphore, est un lave-linge, il n'est pas responsable des bourrages qui sont faits par les humains qui l'alimentent, il n'est pas responsable, si vous lui mettez de l'huile au lieu de lui mettre de la lessive, il va produire les effets qui sont commandés par l'opérateur qu'il y a derrière. Et puis un lave-linge, il se fiche de savoir si le linge est propre en sortie. C'est une préoccupation qui lui échappe totalement. De la même manière, ChatGPT ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'il vous donne est vrai, est faux, à moitié vrai, à moitié faux, etc. Par contre, les gens qui sont derrière, ils ont une responsabilité. Donc, c'est quoi les garanties quand on utilise ces outils qu'ils ne vont pas se tromper ou qu'ils ne vont pas nous tromper? C'est quoi les garanties que quand ils utilisent des images pour en produire de nouvelles, les auteurs ou les autrices qui ont produit ces images ont bien été identifiés et rémunérés, puisque sinon ça s'appelle du travail gratuit et a priori c'est pas autorisé, etc., etc. Se méfier aussi du marketing technologique. Ces sociétés-là sont très fortes pour nous vendre, c'est le concept même du marketing, des choses qui n'ont que très peu de chances de se produire. Donc si on reprend tous les discours un petit peu techno-futuristes, ça fait 20-30 ans qu'on nous explique qu'on aurait déjà dû tous avoir dans nos cuisines des frigos qui parlent, certains frigos parlent, mais c'est une conversation qui est assez limitée, des voitures volantes, des voitures totalement autonomes, on a des voitures qui sont semi-autonomes sur certains aspects. On nous avait annoncé aussi la fameuse théorie de la singularité où les machines, les ordinateurs, les programmes deviendraient plus intelligents que la capacité de raisonnement de l'esprit humain. On n'y est toujours pas. On nous avait annoncé, Elon Musk notamment, qu'en 2030, on aurait tous des colonies martiennes dans lesquelles on pourra aller se balader comme on va passer un week-end dans le Perche. On n'y est pas tout à fait non plus. Et puis, Mark Zuckerberg nous avait annoncé il y a 5 ans qu'on serait tous, depuis normalement 2 ans déjà, dans le métavers, en train de vivre nos vies virtuelles. Et le fait est que ça n'a tellement pas marché qu'en janvier 2026, il a annoncé que les millions, c'est même des milliards d'investissements qu'il avait mis dans cette technologie-là, il a arrêté, parce qu'il était passé à autre chose, et que ces milliards, il allait désormais les mettre dans des technologies d'IA. Alors, je démarre par la petite image humoristique. Ce champignon est-il comestible? Oui. Étape suivante, malheureusement non. Et le même assistant intelligent répond: vous avez raison, ce champignon était toxique, je suis désolé pour la confusion, voulez-vous en savoir plus sur les champignons toxiques? Si vous avez l'habitude d'utiliser ces outils, vous savez qu'ils vont toujours, en première intention, vous donner raison. Vous pouvez leur poser n'importe quelle question, affirmer n'importe quelle contre-vérité. Ils vont toujours systématiquement, parce qu'ils sont programmés pour cela, commencer par vous donner raison. Et quand vous les mettez devant ce qui, à vos yeux, est un mensonge, une réalité, ils vont s'excuser et dire « Ah bah oui, tu avais raison, les moutons ne pondent pas d'œufs, et donc, effectivement, tu ne peux pas faire une omelette aux œufs de mouton, ou tu as eu tort de manger ce champignon. » Donc, tout ça pour dire que, parce que je vois le temps qui avance, que ces outils, en fait, d'IA, ils sont saturés de biais. Je vous en donne juste quelques-uns. Le premier biais, c'est un biais de disponibilité et de conformité. C'est-à-dire qu'il renvoie toujours des réponses assez stéréotypiques, quelles que soient les questions qu'on pose et quels que soient les gens qui posent les questions. Et pour répondre à nos interrogations, il s'appuie sur les informations qui sont, pour eux, le plus immédiatement et le plus gratuitement disponibles. Et souvent, ces informations-là ne sont pas des informations de qualité. Ou souvent, ce sont des collections de blagues carambars que ces IA interprètent comme des phénomènes réels. Et aujourd'hui, on a un problème, puisqu'on a Elon Musk qui, par exemple, a décidé de lancer un projet qui s'appelle Grokipédia, qui est l'équivalent de Wikipédia, mais version extrême droite conservatrice et bourrée de fake news. Et donc, dans Grokipédia, l'encyclopédie d'Elon Musk, vous pouvez lire tout un tas de contre-vérités ahurissantes qui sont exactement dans l'air du temps états-unien en ce moment et qui relaient des éléments de discours trumpistes. Le problème, c'est que toutes les IA, y compris ChatGPT, vont se nourrir au robinet de Grokipédia aujourd'hui. Et ça donne, du coup, des choses assez surréalistes et assez problématiques.
Alors ensuite, il y a le biais de confirmation. On avait un exemple ici, elles vont toujours confirmer ce que vous dites. Et puis, il y a le biais de surconfiance, c'est-à-dire que les personnes les moins qualifiées d'un groupe ont toujours tendance à surestimer leurs propres compétences dans un domaine, et ces outils d'IA renforcent notre propre biais de surconfiance. Alors, autre élément, ces outils d'IA, en fait, quand vous discutez avec eux, quand vous leur posez des questions, ils sont réglés par des gens qu'on ne voit pas, qui sont souvent des travailleurs pauvres et exploités, dont je vais vous parler juste après, et ils sont réglés sur 3 paramètres. Ils sont réglés parce qu'on leur dit il faut que les réponses elles soient utiles, elles soient honnêtes, et qu'elles ne fassent de tort ou de mal à personne. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de langage qui sont paramétrés pour faire en sorte que dans les réponses qui vont vous être données, ces 3 critères-là soient respectés. Pour plein de raisons, parce qu'effectivement, si une IA, un assistant conversationnel, se met à faire de l'ironie, à faire de la provocation, à affirmer des éléments polémiques, et bien à ce moment-là, les sociétés qui développent ces outils ont peur de perdre en termes d'image, et elles ont peur des polémiques qui seront suscitées par la suite. La preuve en est que ça ne marche pas, puisqu'il y a à peu près une polémique toutes les semaines. Mais en tout cas, il faut toujours réfléchir et se dire effectivement, puisqu'aujourd'hui, on a un certain nombre de gens qui ont recours à ces outils, y compris en termes de réassurance, ou pour sortir d'une forme de solitude, il faut aussi se dire que derrière, une société dans laquelle toute interaction langagière serait réglée pour être utile, honnête, et ne surtout jamais blesser personne, serait d'abord une société profondément chiante et triste à mourir, et surtout une société où un certain nombre de dérives pourraient également se produire. Alors, j'ai déjà dépassé, donc je vais essayer d'accélérer. Sur le problème écologique, alors les métaphores valent ce qu'elles veulent, mais si on veut se représenter en termes de consommation, parce que je n'en ai pas parlé, mais elles consomment de l'énergie, mais comme il faut refroidir ces immenses usines, il faut également consommer beaucoup d'eau. Et donc chaque fois que vous discutez une vingtaine de fois avec ChatGPT ou à peu près, c'est comme si vous aviez consommé un demi-litre d'eau. Voilà. Donc à l'échelle de la planète, à l'échelle des volumes que je vous ai indiqués tout à l'heure, on est sur des consommations absolument colossales, et on a déjà dans certains pays ce qu'on appelle des guerres de l'eau, qui là aussi relevé d'un imaginaire de science-fiction, et ce n'est pas des pays de la corne de l'Afrique, ce sont des pays, c'est le Mexique, c'est beaucoup de pays d'Amérique du Sud, c'est l'Espagne. En Espagne, Google a bâti des énormes data centers en Andalousie, il y a des populations qui font des manifs, parce qu'elles disent à Google, avoir des mails et un moteur de recherche c'est sympa, mais on aimerait bien avoir de l'eau au robinet, et là en ce moment, tu es en train de capter toutes les ressources hydriques. Il y a le problème des travailleurs pauvres qui sont derrière. On a découvert au tout début du lancement de ChatGPT que derrière, ça se passait effectivement au Kenya, il y a des gens qui étaient exploités, qui bossaient 12 heures par jour dans des usines à la chaîne, à qui on proposait des blocs de texte sur tout un tas de sujets extrêmement violents, des descriptions de viols, des choses horribles, et que ces opérateurs-là étaient payés justement pour modérer ces conversations, pour dire à ChatGPT, non ça, tu ne donnes pas cette description de viol, etc., afin que les utilisateurs nord-européens comme nous, ou américains, puissent avoir une expérience aussi légère que possible de ces outils-là. Mais la réalité qui est masquée derrière, c'est celle-ci, et ce sont des dizaines de milliers de travailleurs pauvres qui sont concernés. Heureusement, il y a quelques universitaires et journalistes qui ont été en capacité d'enquêter et de démontrer ces réalités-là. Je vais vite. Ces outils, ils doivent être entraînés sur d'immenses corpus. Alors, il y a des corpus, ici, vous avez un site, par exemple, on appelle ça des jeux de données. Donc, pour être capable de produire des images, il faut être en capacité d'aller absorber des bases de données où il y a des centaines de millions d'images qui ont été étiquetées à la main par des opérateurs comme vous et moi. Donc, des gens qui voient défiler des photos de chiens, puis il y a un chat, et ils doivent dire chien, chat, ils appuient sur un bouton. Et ils font ça pour des salaires de misère, et c'est souvent en France, ça a été documenté d'ailleurs, plutôt des jeunes femmes pauvres, isolées ou mères célibataires qui font ça en plus de leur autre travail le soir pour des salaires de misère. Et une fois qu'on a toutes ces bases de données, le problème c'est que c'est tellement massif que plus personne n'est en capacité d'aller vérifier ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et de temps en temps, on a des sorties de route extrêmement graves, puisque dans ces bases de données utilisées pour générer des images, on a retrouvé, des journalistes ont retrouvé, des universitaires, tout un tas de sites
et d'images pédopornographiques qui étaient là, on ne sait pas trop comment, parce qu'à force de tout attraper sans jamais rien vérifier, on finit par tomber effectivement sur ces contenus-là. Mais la masse est tellement énorme que, y compris les gens qui développent ces bases de données-là, n'ont plus la capacité d'aller ausculter pour voir si à l'intérieur, il n'y a pas des choses problématiques qui se cachent. Et puis je termine avec 3 exemples, puisque ces outils ne sont finalement que le reflet de notre humanité aussi, c'est-à-dire qu'ils reproduisent nos propres biais sociaux, racistes, sexistes, etc. Et donc, quand par exemple, on va demander à un outil de génération d'images, de générer l'image, on travaille sur les métiers ici, et vous avez ici la couleur de peau qui est associée à l'image, on voit que quand on demande de générer une image d'architecte, c'est plutôt, là en termes de colorimétrie, c'est plutôt ça qui sort. Et il y a très peu d'images générées par IA où on voit un architecte de peau noire. Et puis vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de longues démonstrations de sociologie, plus les boulots sont pauvres, mal payés et bas dans l'échelle sociale, et plus les images générées automatiquement, sans qu'on ait demandé quoi que ce soit, reproduisent un certain nombre, alors à la fois de réalités sociales, mais aussi de biais, de stéréotypes racistes. De la même manière, quand on fait la même chose, et qu'on raisonne à l'échelle de la question du sexisme, on demande de générer, on donne des noms de métiers, on regarde si ce qui sort ce sont des hommes ou des femmes, et là aussi, étrangement, il y a essentiellement des hommes qui sont architectes et essentiellement des femmes qui sont travailleuses sociales et enseignantes. Ce qui, là aussi, ne dit pas grand-chose de ChatGPT ou de ces générateurs d'images, mais dit beaucoup, pour le coup, de l'image en miroir que nous renvoient ces outils-là. Alors, ils ont été tellement critiqués là-dessus, les gens qui développent ces outils d'IA, qu'ils ont dit, OK, vous nous cassez les pieds, là, en nous accusant de racisme, de sexisme, donc on va corriger les biais. On va remettre des femmes parce que vous nous dites qu'il n'y en a pas assez, on va remettre des hommes noirs parce que vous nous dites qu'il n'y en a pas assez. Et résultat, quand on leur demande de générer des images de soldats nazis, voilà. Donc il y a tout type de sexe, d'origine, etc., etc. Et la question, du coup, là, c'est celle, effectivement, des publics destinataires de ces images. C'est-à-dire que si c'est vous et moi, a priori, les gens dans cette salle sont en capacité de documenter le fait qu'il y a un problème dans cette image-là. Par contre, effectivement, il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'autres publics, et pas par ignorance ou par bêtise, simplement parce que ces codes culturels-là ne sont pas installés, soient en capacité, effectivement, de ne rien déceler de choquant ou d'étonnant sur cette image. J'avais promis d'être rapide et je ne l'ai pas été, donc c'est un échec. Je conclus avec une phrase d'une chercheuse qui s'appelle Kate Crawford, qui a beaucoup travaillé sur l'évolution de ces technologies d'IA et qui dit des choses essentielles, c'est-à-dire que ce n'est ni intelligent ni artificiel, mais que c'est par contre une industrie extractiviste du calcul. C'est-à-dire que ça va creuser partout là où ça peut pour choper des tonnes de données sans aucun égard, à la fois pour les gens auprès de qui on les collecte, ni pour les environnements dans lesquels se déploie leur traitement. Dans le cas de l'IA, il n'y a pas de boîte noire unique à ouvrir, pas de secret à révéler, mais des systèmes de pouvoir entrelacés. Et là aussi, malheureusement, chaque fois qu'on ouvre la télé, qu'on lit le journal, avec ce qui se passe, l'utilisation de ces technologies, ce n'est pas un hasard si ce sont plutôt des régimes autoritaires ou illibéraux qui sont les premiers à s'en saisir et à les déployer massivement parce qu'elles sont au service d'un agenda politique et idéologique. Et donc, pour comprendre la place de ces outils-là, il faut d'abord nous intéresser aux architectures matérielles qui sont derrière. Et quand on a compris qu'à l'échelle des États-Unis, c'est Zuckerberg, Musk, Gates et quelques autres patrons de Bezos aussi, et patrons de la tech américaine, qui disposent à eux seuls de 90% des infrastructures de calcul, et quand on voit les photos d'intronisation de la présidence de Trump pour son second mandat, avec toutes ces personnalités en première ligne, on comprend ce qui est une logique de pouvoir entrelacé qui est extrêmement problématique. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé. Merci de votre attention.